Bienvenue dans Fame, le podcast des femmes audacieuses, marseillaises et entrepreneuses. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, au Café Blanc d'Argent. Et aujourd'hui, on accueille une invitée un peu spéciale. J'ai été sa cliente. Il s'agit de Sabrina, qui est la fondatrice de Karen Design. Sabrina est une designer d'intérieur et je vous laisse découvrir son histoire. Coucou Sabrina, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir et je tenais vraiment à t'avoir parmi nos invités. Mais merci de m'avoir invité. Ça fait un plaisir. On y va? Let's go. Je te laisse clapper. Allez, c'est parti. Ok. Ready? Action. Pour ce petit début d'interview, je te laisse te présenter, présenter aussi Karen Design et voilà, dis-nous en plus un peu sur toi et ce que tu fais. Écoutez, je m'appelle Sabrina, j'ai 31 ans et je suis designer d'intérieur. J'ai créé mon agence de design il y a maintenant presque 6 ans. Je rénove et je transforme les intérieurs de tous ceux qui veulent, être transformés. En quoi consiste être designer d'intérieur? Alors, designer d'intérieur, elle intervient sur différents niveaux de rénovation ou de transformation d'un intérieur. Ça peut aller de la simple décoration, où voilà, c'est chez toi, tu as ta petite déco, tu peux plus te la voir. Et tu as vraiment envie d'être accompagné pour avoir un certain style parce que tu n'y arrives pas. Comme une styliste où des fois on n'arrive pas à trouver notre style et on fait appel à elle. Voilà, donc ça va être vraiment la décoration simpliste. Ou au contraire, tu as des travaux plus importants et tu as besoin de te projeter, de visualiser, d'être accompagné à ce niveau-là. Et donc là, c'est là où j'interviens. Donc je propose des visualisations 3D où je crée tout un univers en fonction de l'art de vivre des clients. Donc je prends en compte quand c'est des familles, qu'il y a des enfants par exemple, des animaux, combien de personnes, leur façon de vivre et en fonction j'adapte. Je donne un exemple bête, s'il y a des enfants en bas âge, je vais privilégier par exemple des tables arrondies, organiques, justement pour que ça puisse être adapté à leur confort, la circulation, etc. Voilà, il y a plusieurs paramètres qu'on prend en compte et l'idée c'est vraiment de venir leur apporter vraiment qu'ils auraient choisi s'ils avaient les compétences entre guillemets en décoration, en aménagement, en design d'intérieur. En design de face, pardon. Donc voilà, c'est là où je viens un petit peu apporter ma petite touche. Donc ça, c'est pour les particuliers. Et ensuite, pour les professionnels, je propose du coup des concepts décoratifs. C'est un peu l'alliage entre le marketing et la décoration qui a du coup tout son importance. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on va au resto, quand on va dans une boutique, quand on va dans un institut, on cherche un peu le lieu vraiment qui nous transporte. Et en fait, ce que je propose, c'est vraiment des expériences clients avec le visuel, qui va aussi avec leur identité visuelle. Et l'idée, c'est vraiment de leur créer vraiment tout un univers. Et je me suis spécialise un peu plus dans ça, de plus en plus en tout cas. C'est quelque chose que je kiffe. Ok, en plus pour l'anecdote, j'ai été cliente. Oui. Voilà, pour Sabrina. Malheureusement, le projet n'a pas abouti pour des raisons... voilà. On en dira pas plus. Mais c'est vrai que, en fait, on m'avait conseillé Sabrina. Du coup, je t'ai écrit sur Insta, voilà. Et elle est venue, donc on a fait des rendez-vous, etc. Elle a participé à la confection. Sous la conception du projet. C'était incroyable. La vérité, c'est pas parce que tu es là, mais... On le mettra quand même. Au moins les 3D. Voilà, on mettra au moins les 3D parce qu'elle est à l'écoute. Elle a su vraiment rendre ma vision sur papier. Mais malheureusement, les choses de la vie ont fait que le projet n'a pas pu aboutir. Mais ce n'est que partie remise. Et c'est pour ça que je voulais vous la présenter aujourd'hui. Donc, designer d'intérieur, C'est ça. Depuis 6 ans. Quasiment, ouais. Quasiment, c'est ça. Et qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai eu pas mal de vie avant celle-là. On va dire que j'ai débuté quand je faisais mes premières études, c'était dans les assurances. Donc j'ai eu mon bac, j'ai fait mon BTS assurance, j'ai bossé pendant 6-7 ans là-dedans et les choses de la vie ont fait que ce métier-là, c'était plus du tout possible pour moi. Donc je me suis un peu cherchée, j'ai commencé un début d'entrepreneur. Je dis bien un début parce que c'était pas trop ça. On veut savoir. Dans la mode. En fait, pour la petite histoire, j'ai arrêté les assurances parce que j'ai décidé de me voiler à l'époque. Et du coup, ça collait plus du tout avec le métier. On n'acceptait pas et je me voyais pas... C'était moi, en fait. Donc, je me voyais pas trop l'enlever à ce moment-là. Donc, je me suis dit, OK, on va essayer de trouver une autre porte. Je suis pas quelqu'un qui reste sans rien faire. Donc, je me suis dit, tant pis. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte, pas comme aujourd'hui, que la modeste fashion était au point zéro, en fait. Il n'y en avait pas du tout en France, en tout cas. Je me suis dit, pourquoi pas inventer, produire une nouvelle collection que j'aurais imaginée moi-même. Sauf qu'en fait, je me suis imaginé une aventure simple et facile, mais pas du tout.
et je me suis confrontée à pas mal de réalités dont je n'avais pas conscience et ça s'est très rapidement arrêté. D'accord. Et en fait, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Parce que même si c'est pas ce que tu fais à l'heure actuelle, à quoi tu t'es confrontée? Un budget déjà, je savais pas qu'il fallait autant, qu'il fallait beaucoup de... Enfin, c'était un monde que je connaissais pas. Déjà, l'entrepreneuriat, il faut savoir que j'ai absolument personne. Alors, un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais strictement personne qui était entrepreneur dans mon entourage. Donc, je ne savais pas comment ça marchait, je ne savais pas qui démarchait, je ne savais même pas par où aller. Donc, j'ai tapé un peu, voilà, je suis un peu culottée, donc j'ai tapé un peu à toutes les portes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'avais mis le budget, toutes les connaissances. Donc, j'ai un peu abandonné. Ça représentait combien en termes de budget à l'époque? 30 000 euros. Parce que, en fait, oui, non, mais parce que je ne fais pas les choses à moitié. Je voulais créer, je ne voulais pas acheter et revendre, voilà. Donc, je ne savais point. Et puis, je voulais de la qualité. Bref, j'avais une vision, en fait. Et ma vision, elle s'est j'ai vite déchanté. Et quand bien même je voyais qu'on pouvait acheter, racheter, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, c'était pas ton image. Non. Et tu avais envie de faire quelque chose qui te ressemble. C'est ça. Et si ça suivait pas derrière, j'ai préféré abandonner. Et du coup, j'ai fait plein de petits métiers par-ci par-là, là où on voulait, entre guillemets, bien m'accepter. Donc, ça a été un vrai... une belle épreuve pour moi, parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Et entre guillemets, pour moi, j'avais fait des études où j'avais un salaire confortable à l'époque. Et je me retrouvais à gagner mon salaire divisé par 2, voire par 3 parfois, en travaillant beaucoup plus dur dans la vente. Je travaillais pour 5 € de l'heure dans une boulangerie. Non, c'est pas aussi. À 5 heures. Ça existe 5 € de l'heure? Oui, je sais pas pourquoi j'ai fait. Mon père à l'époque, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais des 5 € c'est te retrouver à vendre du pain pour 5 € de l'heure? Non, parce que je pouvais pas rester chez moi sans rien faire, c'était pas possible. Donc je me suis dit, je vais là où on m'accepte, hein, entre guillemets. Et puis du coup, les années ont passé et là, en fait, il y a eu une révélation quand j'ai eu mon premier appart. Et c'est là où, entre guillemets, le design est arrivé plus ou moins grâce aux réseaux sociaux. Ok, donc déclic, ton appart. Ouais, grâce aux gens sur les réseaux, hein. C'est même pas ça en vrai. Alors, pour la petite histoire, j'aime pas dire ça, mais j'ai baigné là-dedans à cause ou grâce à ma mère, parce que étant jeune, jusqu'à maintenant, elle est fan de décoration. Et ma mère, tous les week-ends, fallait changer les rideaux, les coussins, les bougies. Elle faisait des tests d'aménagement, elle changeait nos chambres avec mes frères pour voir comment on mettait le... Bref, et en fait, ça me saoulait étant jeune. Il fallait que je l'accompagne dans les boutiques de déco mais... Je peux s'imaginer à 10 ans ou 9 ans ou 13 ans, même, ça me saoulait, enfin, c'était pas mon truc. Mais grossièrement, je pense que le fait de l'avoir fait avec elle durant toutes ces années, ça m'a un peu nourrie. Et c'est qu'au moment où j'ai eu mon appart et j'ai pu faire comme je voulais, que là, en fait, je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Ah, j'aime trop, je vais faire ça. C'est génial, ça te changer, de décorer. Et ma mère, elle m'a dit, tu verras, tu deviendras comme moi. Ben voilà. Bon, moi, pour le coup, j'en ai fait un métier, mais je suis devenue comme elle. De toute façon, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. On irait. Je suis devenue pire qu'elle, la pauvre. Mais du coup, en fait, j'ai partagé ça sur les réseaux. Et du coup, j'ai eu un retour. Et c'est vrai que ça m'a agréablement surprise parce que du coup, j'avais des demandes de conseils, des gens qui me disaient « Ah, mais t'as acheté ça où ?» etc. Et en fait, au fur et à mesure, ça devenait prenant parce que j'avais des messages tous les jours. Et pas que de ton entourage. Ah non, c'était des gens sur les réseaux que je ne connaissais absolument pas et qui me demandaient ça. Donc, je me suis dit OK. Et là, c'est mon mari qui m'a dit « Mais faut te faire payer, en fait. » Je lui ai dit « Mais ça va pas, c'est même pas un métier. » Ils ont toujours quand même cette gamberge, les maris, je trouve, de rapporter à l'argent. Ah ben, faut monétiser, hein, logique. Donc, et sur le coup, je me suis dit « Ouais, papa, mais je savais pas trop comment faire. » Et puis j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'en fait on n'était pas forcément obligé de repartir à l'école classique pour pouvoir faire ce métier-là et j'ai trouvé du coup une école d'art appliqué où j'ai pu faire du coup mes 3 années. Ah oui. Oui. Avec quel âge à l'époque? 25. 25. Okay. Je venais de me marier, je venais d'avoir ma première maison, voilà, donc c'était vraiment le début et je me suis dit de toute façon les assurances c'est mort. J'y retournerai pas, ça sert à rien. 5 € de l'heure, ça va 5 minutes, voilà. Et surtout qu'à l'époque, en plus, j'avais déménagé de Marseille, je suis partie dans les Alpes, donc j'avais entre guillemets du temps. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, j'ai commencé mes études, sauf qu'en fait, j'ai eu des projets bien avant de finir la fin. Parce que, à force de partager sur les réseaux, il y en a 2, en l'occurrence, qui m'ont fait confiance, sachant que je n'avais strictement rien à montrer de ce que je savais faire. Et l'aventure a commencé comme ça. Trop bien. Et du coup, quel a été ton premier projet? Mon tout premier projet, c'était même pas à Marseille. C'était une villa, incroyable d'ailleurs, j'ai toujours contact avec cette cliente, sur Bordeaux. Donc c'est une femme qui m'avait contactée en me disant oui voilà, je cherche une décoratrice. À l'époque, les prix,
tu veux demander 50 euros, je savais pas du tout ce que ça représentait. Je lui ai dit, je suis encore étudiante, donc je sais pas exactement. Elle me dit, non, mais c'est très bien. Bah, elle a voulu du prix de base. Mais je me suis régalée parce que j'ai tellement évolué en ayant un cas concret, pas de l'école, entre guillemets. Et je me suis régalée. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, donc il faut que je crée quelque chose parce qu'en fait, je suis pas déclarée, je sais même pas comment on fait. Et là, il y a eu un deuxième souci, c'est que du coup, que faire? Quel statut, voilà, donc ça, j'avoue que là, j'ai été confrontée à un mur parce que pareil, j'avais personne à qui m'adresser et je me suis dit, ok, je vais chercher sur Internet. Mais du coup, c'est bien que tu parles de ça parce que c'est un peu la deuxième partie du podcast, Ok. l'entrepreneuriat et la vie d'entrepreneuse. Donc, du coup, tu n'avais pas de statut à l'époque. Donc, c'était via les réseaux sociaux, etc. Quand tu as décidé de te dire, non, mais là, ça y est, J'ai de la demande. j'ai de la demande, voilà, faut que ce soit carré, faut que ce soit en règle. T'as fait quoi? Il y a des bêtises, il y avait sacrées bêtises, parce que je ne savais pas. Bon, je me suis dit, ok, j'ai regardé le statut le plus simple, c'était la micro-entreprise auto-entrepreneur. Je disais très bien, ça me va, moi je ne veux pas partir de... Je savais même pas si ça allait fonctionner. J'avais même pas fini mon cursus, donc je me suis dit, bon, on va voir. Et d'ailleurs, je l'avais dit à la cliente, parce que je savais pas trop comment ça fonctionnait. Je dis, désolée, j'ai pas encore de sirette. J'étais stressée parce que je savais pas trop de facture. Voilà, donc c'était compliqué. Elle m'a dit, non, c'est pas grave. Et moi, je dis, non, non, si, c'est grave. Je savais pas comment ça fonctionnait. Et en fait, je me suis fait avoir, j'en sais rien. J'ai tapé le premier site. On m'a demandé de payer pour créer le statut, alors que j'ai appris que, en fait, pas du tout. Eh oui, non, en micro, non. En micro, c'est gratuit. C'est ça. Mais je savais pas. Donc, j'ai payé. J'ai plus ou moins... à l'aide de mes connaissances. J'ai fait n'importe quoi, je m'en suis rendu compte bien après, mais il me fallait un truc vite et je voulais être carré, j'avais un peu peur de ça, bon, il n'y avait personne donc. Eh oui, mais c'est dur. En fait, c'est vrai que quand on veut se lancer, qu'on n'a pas forcément notre entourage qui est dedans ou qu'on n'a pas forcément les connaissances par le biais de, je sais pas, de l'école ou autre, en fait, c'est très dur parce que quand on tape sur Internet, alors c'est bien Internet, il y a beaucoup de choses, mais du coup, il y a trop de choses. Exactement. Donc, des sites où on doit payer alors qu'on ne doit pas forcément payer. Et en fait, on est noyé. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais une société dans l'événementiel. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, j'ai directement ouvert une SASU. Ah oui, d'accord, direct. Ouais, ok. Direct. Genre le genre de truc où tu dois payer 1500 € pour ouvrir ton entreprise. Mais en fait, je voulais les choses carrées, mais d'un autre côté, j'ai pas été bien aiguillée non plus. Et ce qui fait que, voilà, tu fais des erreurs. Après, tu te retrouves à devoir payer un comptable, à devoir faire plein de choses qu'à la base, tu t'es dit non, mais je fais ça juste pour le kiff. Je veux juste avoir un truc. Là, ça devient trop sérieux. Et au final, ça devient trop sérieux. Donc, c'est vrai que c'est dur, mais c'est important. Renseignez-vous. Maintenant, plus qu'avant. Il y a des personnes qui prennent la parole, qui expliquent bien, etc. Donc, c'est un peu plus simple qu'avant. Oui, et heureusement, on va me dire, parce qu'on est de plus en plus nombreux à entreprendre, donc ce qui est bien d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a ce manque d'information et d'accompagnement. En tout cas, c'est très mal fait. C'est trop, impôt, pas impôt. Est-ce qu'il faut mettre... Les aides, pas les aides. Je me suis squeezée une aide comme ça parce que je savais pas que j'avais. Ouais, exactement. Donc, j'ai payé plein pot dès le début, alors que j'aurais pu avoir... Très important. Et j'ai même un petit tips. Ouais. Je sais. Alors, je sais qu'il est possible quand on est demandeur d'emploi et qu'on a des allocations chômage, si on souhaite ouvrir son entreprise, on peut faire une demande d'ACRE. Donc, il faut d'abord passer par l'ARS et après l'ACRE. Et en fait, ce qui fait qu'on peut récupérer l'intégralité de notre chômage en 2 fois. Donc, en fait, il y a un premier paiement et 6 mois après, la deuxième partie du paiement. Donc, ce qui permet, en fait, d'avoir des fonds. C'est-à-dire que si, je sais pas, moi, vous avez un chômage, allez, on va dire à 1002, en fait, à l'année, ça vous fait un bénéfice de 12 000 €. Donc, vous faites cette demande-là, vous recevez 6 000 € et 6 mois après, vous recevez 6 000 €. Mais du coup, je trouve que voilà, pour démarrer, quand on veut créer sa petite entreprise, acheter de la marchandise ou autre, ça peut être intéressant. Donc, renseignez-vous sur ça. Totalement. C'est même plus que bien parce que tout ça, je ne savais pas du tout et j'aurais pu y avoir droit. Mais bon, en tout cas, c'est pas grave. Non. Donc, à l'heure actuelle, tu es sous quel statut? Toujours en micro-entreprise. Pour 2 raisons bien précises. C'est que durant ces 6 ans, en fait, j'ai enfanté 2 fois. Donc ça m'a coupé parfois, pendant une certaine période où, au moment où je voulais me lancer en SASU ou en SAS, je suis tombée enceinte de mon deuxième et du coup, je me suis dit, c'est toujours pas le moment, donc on va attendre. Et là, maintenant que c'est bon, là, je vais pouvoir entamer le changement, je pense, d'ici l'année prochaine. Mais pour l'instant, je reste en micro. Bon, là, de toute façon, c'est facile, ça convient à tout le monde, donc il n'y a pas de gros problème. Pour le coup, c'est vraiment la facilité. Après, forcément, je commence à avoir des projets un peu plus importants. Plusieurs facettes, en fait, même du métier que j'apprends et qui nécessitent à un moment donné d'avoir une société et non pas qu'une micro-entreprise.
Parce que là, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, tu es seule. Tu travailles toute seule. Ouais. J'ai mon mari qui m'aide, notamment pour la compta, etc. Parce que les chiffres, c'est pas trop mon truc. J'en oublie des fois qu'on me donne l'argent et tout. Bon Dieu, heureusement qu'il est là. Je voulais déléguer. En fait, l'année d'avant, donc il y a 2 ans, j'avais pris mes bureaux, j'avais pris des stagiaires, je comptais déléguer certaines parties. Là, encore une fois, le dé est arrivé, donc du coup, j'ai tout de suite arrêté. Là, t'as pas de bureau pour l'instant. Chez moi, ouais. J'ai dû quitter mes bureaux parce qu'en fait, j'ai pas pu travailler pendant plus d'1 an et demi, payer un loyer pendant 1 an et demi, voilà. Donc, j'ai préféré les quitter. Et là, je me suis dit, pour l'instant, je reste. 2 enfants en bas âge et du sport. Donc, j'ai pas le temps encore d'avoir notre lieu à m'occuper. Et c'est pas plus mal. Ça me permet de me relancer, sachant que ça fait qu'1 an que j'ai repris. Ok. Et quel âge ils ont, tes enfants? 4 ans et 1 an. Ah oui. Ouais. Ah oui, C'est du sport. Non, je vois pas, j'ai pas maigri, mais c'est du sport. Du sacré sport, même. Et... Tout fait que j'ai pas dormi d'ailleurs. Voilà. Et du coup, comment tu arrives à concilier ta vie pro et ta vie perso? C'est compliqué. C'était plus facile avec un. Maintenant, je le vois. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Là où avant, en fait, je mélangeais pro, perso. Une cliente qui m'appelait à 21h, je répondais. Je me suis mis un cadre parce que c'était plus possible. Et en fait, j'avais constamment le téléphone en fait, à la main. Et du coup, une fois, mon fils, donc le plus grand, m'a dit mais t'es toujours sur le téléphone, maman? Ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, ok, donc en fait, il me parle et je suis là à répondre à mes clients alors que mon fils, c'est censé être ma priorité. Donc je me suis dit, ok, donc là, on stoppe tout. Et maintenant, c'est... Voilà. Tu es structurée. Ah oui, j'essaie de m'y tenir. C'est dur parfois parce que, je fais au mieux et en tout cas, j'ai mes horaires. Mes clients sont au courant de mes horaires. Il y a des jours où je ne travaille pas. Oui. Sabrina ne travaille pas le mercredi, ça. Exactement, journée des enfants. Et moi, j'ai toujours envoyé un message le mercredi. Non, mais ça, c'est pas grave parce qu'au final, je te disais, je vois ça demain et je te réponds. Et le pire, c'est que j'osais écrire coucou Sabrina. Et en fait, c'est quand je disais coucou Sabrina que je me rendais compte qu'on était mercredi. Mais je continuais quand même. Mais je sais qu'on est mercredi, mais juste d'écrire. Mais s'il te plaît. C'est ça, avant que j'oublie, mais t'inquiète, réponds-moi demain. Du coup, j'ai mis WhatsApp Business en place. Ouais, j'ai vu ça. Et même quand mes clients m'envoient un message hors horaire de travail, ils reçoivent un message automatique. Et je peux couper du coup les notifications. Quand j'ai envie vraiment de couper, je n'ai pas du tout envie de voir, je coupe et vous recevez le message. Et puis quand c'est le lendemain, hop, je repars et je regarde tous les messages et je traite le plus rapidement possible. Je suis assez réactive quand même. Mais ça m'a permis quand même de concilier du coup les deux. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Peu importe. Et quand je suis avec mes clients, je suis avec mes clients. Voilà. Mais c'est bien d'arriver à... C'est dur, je pense, parce qu'encore une fois, je le répète, je n'ai pas d'enfant, mais je vois de par mon entourage ou autre, mais déjà même sans enfant, c'est dur des fois de concilier la vie pro et perso et de mettre une limite ou une barrière. C'est dur en fait, parce qu'en fait, c'est prenant, parce que je pense que quand on fait ce qu'on aime, on a toujours envie de satisfaire, on a toujours envie d'être à l'affût. Enfin, moi, je sais que des fois, sur certains projets ou autres, dès que je reçois un message, déjà, je suis contente d'avoir un message. Donc, je suis là, je dis, faut que je réponde de suite, faut que la personne, elle voit que je suis active et tout. Et sauf qu'en fait, le problème, c'est que, on est humain et qu'à ce moment-là, des fois, on est en famille. À ce moment-là aussi, il faut qu'on arrive à se dire, pause, je chill, je regarde juste ma télé, mais c'est dur. Bon, en vrai, je te parle d'horaire, hein, mais en soi, c'est tout le temps. C'est-à-dire que pas plus tard qu'hier soir, je me suis dit, mais attends, j'ai dit ça à mon client, mais si je mettais ça à la place, ça... Et en fait, c'est constamment dans la tête. Donc, les idées fusent le soir, en plus, c'est génial, c'est la meilleure heure pour le faire, bien évidemment. Mais c'est du tout le temps, en fait. C'est du tout le temps, du 24 heures sur 24. On croit que le salariat, on le quitte pour la liberté, mais derrière... alors, je préfère largement l'entrepreneuriat, ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Mais derrière, c'est une charge mentale, mais énorme. Bien évidemment. Mais tu sais que moi, je trouve pas que quitter le salariat pour entreprendre, c'est la liberté. En vrai, bien au contraire. Parce que je dis pas qu'on est prisonnier, hein, mais c'est une responsabilité. La charge mentale, elle est décuplée. Quand on est salarié, je veux dire, on fait nos 8h, 18h. À 19h, il y a un couac, c'est pas mon problème. Enfin, je veux dire, je passe à autre chose. Voilà, je passe à autre chose. Alors que quand on est dans l'entrepreneuriat, on vit, on dort, on se réveille, on mange en fait notre projet. Ça impacte aussi notre santé mentale en l'occurrence. Moi, en tout cas, je sais que ça a été mon cas pour 2 projets en l'occurrence. Et ça a été très, très, très compliqué parce que là, c'est là où mon entourage m'a dit stop en fait. Stop parce que là, en fait, ça c'est en train de te faire du mal, littéralement. Parce que, on prend tout à cœur et parce que c'est nous, en fait. C'est-à-dire que tu fais une erreur quand tu es salarié, tu t'excuses, et puis c'est ton patron qui prend, et il y a des assurances et tout ça. Mais quand c'est toi et ton entreprise et tout ce que, c'est tes erreurs, c'est ta responsabilité, et il y a du stress. Parce que tu te dis, ok,
Là, il va falloir vite que je trouve une solution, etc., etc. Donc voilà, non, c'est une grosse charge mentale, ça c'est sûr. Bon, je suppose que dans tout, comme dans tout corps de métier, il y a des galères. Dans le tien, c'est quoi en fait? À quoi tu peux être confronté où tu te dis: «Oh punaise, genre là, franchement, c'est galère»? La gestion des humains. Parce que mon taf en soi, je suis face à mon ordi, je fais mes recherches, je sais faire mon travail, ça c'est pas un problème. Mais derrière, la difficulté, c'est de devoir travailler avec différentes personnalités. Donc, je peux avoir une cliente très stressée, d'autres indécises. Et également avec le corps de métier BTP. Et ça, en ce moment, c'est le problème majeur, on va dire, parce qu'on doit faire tampon un petit peu entre les deux. C'est nous qui avons imaginé, donc on doit expliquer, mais c'est pas bien fait. Pour moi, c'est la plus grosse difficulté de mon métier. C'est vraiment la gestion artisan et la gestion client qui, des fois, peut être compliquée parce que, faut s'adapter en fait. Bien sûr. Ce monde-là, ce milieu-là, waouh! Ouais. C'est très dur. Je pense que tous ceux qui ont entrepris des travaux dans leur vie. Peu importe, ouais, même des mini-travaux, ça devient une source de problème. Hein. J'ai eu des couples qui ont voulu divorcer, enfin voilà, donc... C'est quoi? Ça me fait penser à une anecdote, mais moi, enfin, vraiment aparté, mais je devais refaire une porte. Ouais. Une porte, voilà. Ok. C'est-à-dire mettre une porte blindée sur un appartement où c'est ancien, donc c'est les portes en bois. Quelque chose qu'on m'a promis de faire en 5 jours, j'ai attendu 3 mois. Au final, Tellement classique. j'ai eu qu'un encadrement, enfin, et j'ai dû repayer derrière. Enfin, je veux dire, des fois, ça peut très bien se passer, Ouais. des fois pas du tout. Et Très souvent, c'est pas du tout. ouais, voilà. C'est rare que j'ai eu un chantier qui se soit tellement bien passé de A à Z. Je les compte sur un doigt parce qu'il y a vraiment pas beaucoup. Mais c'est le jeu, hein, on le sait, hein, c'est le jeu. Donc, mais voilà, on va dire que c'est la plus grosse difficulté du métier. Pour moi, c'est vraiment celle-ci. C'est la gestion de délai, c'est gérer le stress des clients, gérer le timing, gérer tout ça. Donc, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je ne fais plus de suivi de chantier. C'est pas assez rentable avec tout ce qu'on laisse comme énergie. Je te coupe, mais quand tu dis suivi de chantier, pour au cas où, Oui. c'est en fait donc c'est la deuxième partie C'est ça. où en fait tu accompagnes sur le chantier et en fait tu es là et tu supervises, on va dire, C'est ça. Je fais en sorte que ce qu'on a conceptualisé dans le premier temps, justement, dans la partie conception, se passe très bien et comme on l'a imaginé. Alors, bien évidemment, mais si je fais pas de réel suivi de chantier, parce que ça demande beaucoup d'investissement, il y a des assurances qui coûtent extrêmement cher, qu'on est obligé de prendre et qui sont difficiles à avoir aussi. Mais il y a tout cet aspect, même si, entre guillemets, des fois, on peut imaginer que c'est des grosses sommes, c'est pas rentable. C'est pas rentable parce que la santé mentale et santé physique en prend un coup. C'est vraiment beaucoup trop de responsabilités. Et en étant maman de 2 jeunes enfants, c'est pas possible pour moi. Déjà avant, j'hésitais, mais alors là, autant te dire que non, pas du tout. Je veille quand même de loin, toujours à être là. Quand même, je suis toujours là pour mes clients du début jusqu'à la fin, ça change jamais. Mais faire le réel suivi comme dans les règles de l'art, non. Et on est nombreuses à ne pas vouloir le faire. Ouais, parce que ça demande vraiment beaucoup trop. On s'imagine pas. Après, c'est vrai que je me mets en tant que cliente, c'est quand même rassurant parce que des fois, on n'a pas forcément, on va dire, le cran ou les épaules pour faire face à des personnes qui, des fois, nous imposent quelque chose alors que non, on veut pas que ça se fasse comme ça. Surtout qu'on dépend d'eux. Voilà. C'est-à-dire que s'il fait mal son travail, tu dois justifier auprès de ta cliente parce qu'il a mal fait, parce que il faut recommencer, les frais, le timing. Et en fait, j'ai eu une expérience il y a très peu de temps où là, il n'y avait pas de suivi, mais ça a été une catastrophe de A à Z. Ma cliente a eu sa maison saccagée de A à Z. Et quelque part, on a une certaine responsabilité. Personnellement, je suis humaine, donc j'ai dû bien évidemment l'accompagner. C'est là où je disais, c'est même pas rentable en fait, parce que déjà, on ne va pas payer pour ça. Et puis au-delà de ça, c'est qu'on gère des choses. Et ouais, oui, et en fait, on a la cliente qui est en détresse et on est obligé d'être là. Et on est face à des gens, malheureusement, qui ne font pas de secret de leur travail. Donc voilà. Donc non, c'est vraiment une partie que je veux délaisser. Je laisse ça à mes consoeurs. Perso, je me concentre sur la conception qui me va très très bien. Et c'est là où je me régale le plus, de toute façon. C'est dur des fois. Au début, c'est très dur parce qu'au début, on n'a pas matière à montrer ce qu'on sait faire et donc pour qu'on nous fasse confiance, c'est compliqué. Et pour cela, en fait, j'ai travaillé gratuitement pendant bien 2 ans. Les 2 premières années, j'ai quasiment rien rentré ou des sommes vraiment dérisoires. Mais parce que c'est un sacrifice que j'ai fait, je le regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir une certaine quantité de projets sur lesquels déjà j'ai évolué et puis j'ai pu montrer que j'ai pu... Parce qu'en fait, on peut avoir des particuliers, des pros, mais les projets sont jamais les mêmes. Donc oui, non, gratuitement pendant longtemps. Aujourd'hui, oui, je suis très contente d'avoir des projets réguliers, on va dire. C'est super. En étant seule, en tout cas, c'est déjà très bien. Ah oui, je fais déjà même très bien l'été. Moi, je sais que il y a une phrase qui me fait... C'est que Sabrina, elle dit toujours, maintenant, les gens, ils veulent que ce soit Instagrammable. Exactement.
Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est une réalité. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que, pas que c'est malheureux à dire, au contraire, mais on est On est dans une génération. voilà, ouais, Exactement. où il faut que tout soit beau, il faut qu'on puisse prendre des photos là où on est, etc. Et donc, il faut que ce soit. Ils fonctionnent aujourd'hui. Pour les pros, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne totalement. Et j'ai fait du coup l'expérience avec quelques-uns de mes clients et en fait, oui, ils se rendent compte que du coup, le chiffre d'affaires automatiquement va s'accroître parce que du coup, en fait, on propose plus que des produits ou un service, on propose une expérience client. Et c'est là où en fait j'interviens. Et je viens apporter ce côté visuel qui est fondamental en fait aujourd'hui. Au-delà d'Instagram, hein, on est à l'ère où on voit que tout est beau. On voit le luxe qui est à la portée de personnes qui n'ont pas forcément les moyens, par exemple. Et donc, on a ce besoin, en fait, de vivre comme les riches, entre guillemets. C'est fou, mais... Donc, en fait, le visuel a son cette importance quand on vient dans un lieu pour prendre à manger ou même une boutique. On a besoin que ce soit beau et on a besoin de prendre les choses en photo. Parce que les gens aiment beaucoup se prendre en photo. Donc, ça va avec. Ça fait partie du marketing également. Je suis totalement d'accord. Et ce que j'aime beaucoup dans ton métier, c'est le 3D. Alors moi, le 3D, c'est... Non, mais je trouve que c'est incroyable. J'ai commencé avec les dessins. Mon Dieu, comme je dessinais au début. Donc ça, d'ailleurs, une petite parenthèse aux futurs designers, décoratrices, peu importe. Je ne savais absolument pas dessiner. Mais vraiment, dans une maison, même mon fils, il dessinait mieux que moi à la base. Je savais pas du tout dessiner. Et abnégation, travail, entraînement fait que du coup, on arrive à s'améliorer. Et aujourd'hui, du coup, là, j'utilise un peu plus ces logiciels, etc. Mais c'est vrai que c'est un kiff même pour moi. Parce qu'on donne vie, en fait, C'est incroyable. que ça peut donner. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a des idées, on a une vision, bien évidemment. Et en fait, Sabrina, elle permet de voir, de se projeter dans le futur et de voir un petit aperçu Et ça sert. du rendu. Et ça sert quand souvent mes clients ont des idées pensant que c'est génial. Je peux leur prouver aussi que non, c'est pas génial parce que moi je le sais, mais c'est vrai que le dire c'est bien, le montrer c'est encore mieux. Et donc là, du coup, ils ont le visu et ils se rendent vite compte que ouais, non, finalement ça matche pas. Ça me sert énormément, mais c'est vrai que c'est un kiff. J'ai un petit kiff en fin de projet. C'est que généralement, quand je fais mes vues 3D, je me dis, OK, tu pourrais me positionner ici et prendre une photo. Donc, je prends la photo du vrai, je prends mon 3D et je me dis, qui est le meilleur? Souvent, ça se ressemble. Donc, c'est là où je me dis, OK, c'est bon, j'ai fait du montage. C'est les clients et ce que j'ai imaginé, au final, c'est devenu réel. Tu utilises donc des logiciels. Oui. C'est ça? C'est des logiciels qui sont payants, je suppose. Oui, sinon, ça serait merveilleux. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas... on a zappé un peu cette partie, mais c'est la partie que tout le monde aime. Hein. J'ai investi combien, en fait? Combien ça coûte de devenir designer d'intérieur? Tout dépend de là où tu veux débuter, en fait. J'ai commencé par le dessin, donc j'ai investi dans des feutres qui coûtent très cher, 4 € le feutre, donc faire les couleurs, très cher. Donc, et ensuite, petit à petit, j'ai investi dans un ordinateur parce que nos logiciels qu'on utilise ne peuvent pas s'utiliser sur n'importe quel ordinateur. Donc, ordinateur de gamer, c'est bien cher. Mais je dirais grosso modo, si je dois compter également l'école, parce que l'école, je l'ai payée aussi, mon 10 000 €. Avec logiciel, je me suis équipée aussi, donc c'est un tout. Hein. Donc oui, après voilà, il y en a qui commencent avec pas grand-chose et c'est tout à fait possible. Et puis après, on y va Step by step. exactement. On se lance avec le budget qu'on a. C'est ça. Si on a plus, tant mieux. Si on a moins, on fait avec. Et après, premier client, première rentabilité, on réinvestit et voilà. J'ai fait en fait, C'est c'est ça. simplement. À la base, il faut savoir qu'il y a 2 logiciels. Le logiciel de modélisation où on vient créer du coup l'univers, on monte les murs, on met les éléments, etc. Mais pour avoir cet aspect réaliste que tu as pu avoir sur ton projet notamment, ça c'est un autre logiciel qui lui coûte très cher et qui est beaucoup plus compliqué à utiliser. Donc j'ai dû me former, mais bon, Yann ne connaissait pas. En plus de l'école. Ah oui, Ah oui, à l'école, on n'apprend pas. c'est pour ça que très souvent, on me pose très souvent cette question. Où tu as fait tes études. Et je ne donne pas le nom de l'école parce que personnellement, maintenant, avec la prise de recul, je me rends compte que j'ai beaucoup plus appris seule sur le terrain à faire mes propres erreurs qu'à l'école. L'école, en fait, il nous donne en fait la technique de base, mais on ne nous explique pas comment gérer un chantier, comment gérer des humains. On fait avec différentes personnalités. On nous explique même pas, en vrai, tout même le cheminement d'un projet en soi et comment gérer les contraintes, etc. Et c'est là où, entre guillemets, moi, personnellement, j'ai tout appris sur le terrain et je me suis pris une sacrée gifle à certains moments parce que je me suis dit, ah ouais, mais ça, je l'ai pas appris. Après, c'est donc ça, c'est vraiment un réel constat. Et dans n'importe quel domaine d'activité, n'importe quel métier, en vrai, l'école, ça... Théorie, en fait. Ouais, c'est vraiment la théorie. Et quand on est lâché dans le milieu du travail, waouh, c'est pas du tout pareil. Mais par contre, on ressort avec un diplôme, on ressort avec une certification. C'est rassurant pour les clients, je pense aussi. C'est clair. Et puis, ça emmène un petit bagage en plus dans le CV. Donc, c'est pas... Mais pour moi, il faut jamais arrêter de se former. Voilà, c'est ce que je fais. Hein. Je n'arrêterai jamais de me former parce qu'en fait, c'est un métier où
tout évolue, que ce soit les nouveaux matériaux qui sortent de nulle part tout le temps. Enfin, voilà, c'est vraiment, on a besoin, en tout cas pour moi, c'est primordial que de se former constamment, que ce soit les nouveautés, que ce soit pour se perfectionner sur nos compétences, pour justement donner un service plus abouti. Et au-delà de ça, c'est que forcément, plus ton travail est meilleur, plus tes prix peuvent augmenter et donc ta rentabilité également. Bien sûr, et puis même après, ça justifie aussi l'augmentation du prix ou autre, parce que forcément, j'ai acquis de nouvelles connaissances, j'ai fait de nouvelles formations, et je propose d'autres services. Exactement. Donc, tout ça, c'est un coût aussi. Totalement. Voilà. Donc, parce qu'on ne peut pas rester non plus qu'à... Non. Non, et l'envie, c'est vraiment d'évoluer. C'est ça que je disais, le fait d'être en entreprise, c'est pas forcément un souci dans le sens où je me vois très loin, entre guillemets. Donc, j'ai une vision bien précise de ce que je veux atteindre, si tu me le permets. Mais pour ça, je sais qu'il faut passer par certaines étapes. Et ça me dérange pas. Bien sûr, c'est pas essayé. Une autre question, un peu plus peut-être personnelle, mais parce que tu disais que dans le monde dans ton ancien travail, tu avais été un peu confrontée à certaines barrières vis-à-vis du port de ton voile. Est-ce que ça s'est reproduit aussi dans ton travail actuel? Non, mais c'est ma revanche. Dans le sens où, aujourd'hui, je suis ma patronne. Karam Design, c'est moi en soi. Et quand je viens, j'ai toujours cette réaction de « Ah, c'est vous ?» Oui, c'est moi. Ou parce que c'est un monde d'hommes, forcément, il y a des travaux. Donc, le VTP, généralement, c'est 15% d'hommes. Donc, quand on voit une femme déjà débarquer, on va pas se mentir, j'ai toujours une réaction en mode « Vous êtes qui ?» C'est moi qui ai fait les plans. Ah bon? Et donc là, au début, j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal parce que je me sentais toute petite. J'ai le fameux syndrome de l'imposteur où tu te dis est-ce que je suis vrai, c'est ce que je suis légitime. Exactement. Et au final, j'ai pris un peu d'assurance et aujourd'hui, j'arrive à m'imposer. Oui, c'est moi. Voilà. C'est pas le oui, c'est moi. C'est le oui, c'est moi. Mais moi, je trouve que c'est vraiment ce que tu veux, que tu as de la poêle, tu te laisses pas faire. Peut-être que Ça a pris du temps, hein? bon, voilà, Du ça temps. prend du temps. Mais c'est vrai que, voilà, Sabrina, parce que j'ai pu voir, etc., de nos échanges, tout ça, de nos rendez-vous, peut-être ça peut arriver que certaines personnes ont des a priori. Oui, voilà, peut-être qu'elle est voilée, peut-être qu'elle aura pas une vision un peu plus large ou, C'est des voilà. stéréotypes, ça. Hein. Voilà, c'est des stéréotypes. Sabrina, elle parle de tout et elle peut tout vous faire. Voilà. Non, mais On dira pas les conversations, mais non, on dira pas la conversation, mais en vrai, on parlait tout à l'heure du projet. Voilà, moi je vous le dis, c'est pas grave. Mais j'avais pour projet de faire une love room. Forcément, il y avait des sujets qu'on a dû aborder. Et voilà, Sabrina, elle a une ouverture d'esprit, elle accompagne ses clients. Voilà, François. Voilà, problème. Voilà, moi, ça n'a pas été du tout une barrière. Mais au début, tu as eu un peu, voilà, juste des réactions qui ont fait que tu as compris que, voilà, peut-être. C'est même une revanche parce que aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas le choix que de m'accepter. Là où, entre guillemets, quand tu viens à un entretien d'embauche où ils voient ton CV, ils se disent « Ah, super !» et puis ils lèvent la tête, ils te voient. Alors, madame, par contre, ça serait possible d'enlever votre couvre-chère. Et là, je leur dis, ben non, est-ce que c'est possible de le garder, justement? Ah ouais, ben non, ça va pas. Ou on vous rappellera et on ne te rappelle jamais. Ben là, vous avez besoin de moi. Ben je suis là, en fait. Oui, mais après, en même temps, c'est ton travail. C'est ton travail qui parle, c'est pour ton travail qu'on te contacte. Enfin, après, voilà, bon, ça, c'est un autre débat, mais c'est sûr qu'on n'est pas à Londres, on n'est pas dans d'autres villes, voilà, ou d'autres pays. Ben, bizarrement, c'est là où j'ai côtoyé un monde, entre guillemets, et notamment des gens même, que j'aurais jamais cru pouvoir côtoyer dans ma vie, en étant ce que je suis ou pas d'ailleurs, mais ce métier-là m'a ouvert des portes dont je n'aurais jamais pu, ne serait-ce qu'une seconde, imaginer. T'as un petit exemple? Alors je peux pas, non. Malheureusement. Non, sans dire le nom, mais je sais pas, peut-être. Des gens connus, des gens de la politique. Sabrina va rénover. C'est Macron, non, je rigole. Non, je rigole, c'est une blague. Non, mais Sabrina a peut-être rénové l'Élysée, qui sait. Purée. Je crois qu'ils en ont eu en plus à Tisseré. Mais non, c'est pas moi. Je ne fais pas l'Élysée. Non, mais voilà, ça t'a ouvert pas mal de portes, t'as rencontré des gens que... Et voilà, quelque part aussi, hein, mes clients deviennent... je suis assez proche, entre guillemets. Je mets beaucoup de proximité avec les clients. C'est bien, c'est pas bien. Mais je mets à cœur d'être proche parce que je rentre dans l'intimité des gens. Quand, bon là, pour le coup, toi, c'était un projet professionnel, mais tu m'aurais demandé de chez toi, je pourrais poser des questions, pas intimes non plus, mais comment tu vis, quelles sont tes habitudes avec ton mari, si tu as des enfants, si tu as un animal, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais pour, par exemple, agencer ta cuisine, tu vois. Donc, forcément, je rentre dans l'intimité des gens. Donc, quelque part, en fait, ça crée, voilà, cette proximité-là. Et donc, c'est là où je me dis, waouh, il y a 10 ans en arrière, j'aurais jamais cru que ça pouvait m'arriver. Donc,
Oh, c'est drôle, c'est cool. Mais et tant mieux que tu le vois comme ça, tant mieux que c'est une revanche, tant mieux que voilà quoi, t'es là et t'assumes et t'as bien raison, tu vois. Il faut. Bah, après, c'est. Moi, en tout cas, même si c'est dur, même si l'entrepreneuriat, c'est pas facile, tout ce qu'on fait, tous les. Je pense que tu le sais, hein, tout ce que ça comporte, mais personnellement, ça me délivre quelque part. J'y trouve ma place sans paye. Est-ce que tu peux nous parler juste d'une petite journée type, même si je passe en ouais, il y en a pas hein, dans ce métier-là. Des fois, en fait, et c'est pour ça que j'arrive pas à suivre un planning, parce que je fais avoir un planning et il suffit d'un appel pour que tout ce que j'avais prévu dans la journée, je le fasse pas parce qu'il faut que je me déplace, parce qu'il y a eu un problème, parce que c'est parce que ça. Sabrina, moi j'ai une petite question en plus encore. Quelles sont tes inspirations? Ou qui t'a inspiré en fait? Tout début, celle qui m'a inspirée, c'est ma consoeur, Sarah Concept. Sarah K Concept, je crois que c'est. Qui est une architecte d'intérieur parisienne. Je la suivais et j'aimais tellement ce qu'elle faisait. Et je lui envoyais des messages et je disais, mais j'aime tellement. Et puis, elle est super motivante. Et elle m'avait dit, mais lance-toi. Et c'est là où j'ai vu de la sororité dans ce métier, même si des fois, c'est pas trop le cas. Mais en tout cas, au début, beaucoup, beaucoup, où on était vraiment dans l'entraide. Et elle n'a pas hésité à répondre à mes questions et à me dire, mais vas-y, Sabrina, lance-toi. Je pense aussi à Jade Gassama, aussi, qui est aussi un pur exemple de success story. Je connais pas du tout, ouais, mais Je vous invite à aller voir parce qu'elles font un taf incroyable et elles sont hyper inspirantes. Et puis, elles ont commencé avec une petite agence. Parlant de Jade Gassama, aujourd'hui, elle en a 3. Une à Dubaï, une en France et une en Guinée. Donc, c'est très, très motivant, c'est très inspirant. Et aujourd'hui, mon goal pour plus tard, c'est... je vous invite à voir ceux qui ont Netflix. C'est Shea Maggie. C'est une architecte d'intérieur américaine qui a sa propre série Netflix et qui a un style tellement un peu moderne farmhouse. Et on va dire que son cheminement, là où elle est aujourd'hui, c'est clairement là où je veux être dans quelques années. Nous verrons bientôt Sabrina sur Netflix. J'espère. Pourquoi la première comme ça, ouais, je l'ai côtoyée. Incroyable Netflix, bon, ça m'étonnerait, mais bon, qui sait. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'elle ait monté, enfin, moi, c'est un rêve à moi, c'est d'avoir ma marque de décoration. Donc, elle a aujourd'hui sa marque de décoration. En fait, elle a fait de son nom une marque. Et aujourd'hui, elle a mis un peu dans le monde de la mode aussi. Elle a vraiment son style. Elle a créé son style. Et c'est vraiment sa signature. Et c'est ce que je cherche à faire, en tout cas, avoir la signature de Karan Design, qu'elle soit reconnaissable, entre guillemets. Et du coup, cette signature-là, on peut la retrouver où ici, à Marseille ou alors, alors, sur mes projets? Ouais, j'aimerais bien que tu me cites quelques projets. Enfin, déjà, je Oui. pense qu'il y a un projet où tu es super serre ou... Je suis fière de tous mes projets, en vrai, hein, quasiment tous, mais celui qui est en tout cas accès au public, c'est le Map Café. Le Map Café, c'est un restaurant brunch. D'ailleurs, c'est le tout premier client qui m'a fait confiance parce qu'on a travaillé sur un autre projet avant celui-là. Et là, on a fait le Map Café qui est un café un peu fleuri. C'était leur ligne directrice à eux. Donc, ils voulaient quelque chose de très floral, très rose, très pink. Ouais, voilà. Je suis déjà là. C'est girly Ouais. à mort. Du coup, c'est quand même très Instagrammable. C'était la demande. Fallait que ce soit Instagrammable et aujourd'hui, ça l'est. Hein, si tout le monde se prend en photo, donc c'est ma petite fierté. Et du coup, j'ai cru voir que tu avais partagé une fois une page de magazine. Oui. Où tu avais été apparue dessus. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai été contactée sur LinkedIn, comme quoi tous les réseaux se valent, entre guillemets. J'ai cru à une blague au début, je me suis dit, mais qui suis-je? Et ils disaient qu'en fait, le style, c'est un style très naturel que je propose et c'était leur topic du mois et qu'ils voulaient du coup mettre en avant mon travail et pouvoir parler justement de ce sujet-là, enfin de ce style en particulier. J'étais agréablement surprise. Donc oui, ça a été un peu... une petite revanche, encore une fois. Il y a beaucoup de revanches dans mon taf. Il y a des bonnes revanches. Des bonnes revanches, on aime ça. Ouais, donc ça a été un peu une concrétisation pour moi parce que je me suis dit, ok, je suis prise au sérieux, entre guillemets, dans mon domaine. Parce que, voilà, donc, et puis ça rassure aussi les clients parce que je me suis dit, bon, mais c'est pas la petite qui fait ça voilà, non, c'est ma société, c'est ma vie et puis c'est mon gagne-pain aussi. Quelle est ta vision des réseaux? Est-ce que pour toi, les réseaux, ça t'aide dans ton travail? Comment tu gères ça? Alors, ça m'aide, oui. Très clairement, je me suis lancée d'ailleurs grâce à Instagram. C'est vraiment, ça m'a propulsée entre guillemets à pouvoir être visible. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, c'est trop compliqué. C'est bien parce que ça te lance et puis quand du coup t'as plus le temps, les gérer c'est compliqué. Faut créer du contenu et je trouve qu'aujourd'hui, à l'époque où je m'étais lancée, c'est il y a 6-7 ans derrière, ça demandait pas autant d'investissement pour avoir un peu de visibilité entre guillemets. Aujourd'hui, il faut faire un travail monstrueux pour que
ce soit carré, ce soit propre, ce soit à l'image aussi de ce que tu veux renvoyer. Mais oui, ça sert. Bah oui, jusqu'à maintenant, j'ai encore des demandes grâce au réseau. J'ai notamment collaboré avec certaines influenceuses également, donc ça aide beaucoup, beaucoup. Ça t'a aidé? Dans l'ensemble, oui. Il y a aussi du côté négatif, comme dans tout, je pense. Mais oui, 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 clairement. Oui, on va pas se mentir. Ça t'a apporté de nombreux ajouts? Est-ce que ça t'a concrétisé avec même des nouveaux clients? Alors, faut savoir une chose, c'est que moi, personnellement, les ajouts en soi, voilà, ça me rapporte pas de l'argent. Donc, les followers, c'est pas un truc que je recherche. Loin de là, c'est vraiment, et ce que je dis de toute façon, c'est vraiment de convertir cette visibilité en client et en futur client. Et c'est là où c'est compliqué, parce que quand on fait, entre guillemets, un partenariat, on peut pas être sûr de ce qu'on va avoir derrière. Donc, ça a été là un peu le petit risque à prendre, entre guillemets. Mais oui, oui, il y a eu de la visibilité et puis il y a eu aussi de la conversion en client. Oui, oui. Pas pour tous, mais la plupart, franchement, j'ai pas forcément de regrets sur les collaborations que j'ai pu effectuer. Et puis après, je pense qu'en soi, et un peu comme ça peut être le cas pour moi, le bouche à oreille. Aujourd'hui, c'est bouche à oreille. Parce que forcément, moi je sais que demain, quelqu'un me demande je veux une designer d'intérieur, moi je passe ton numéro direct. Non mais c'est vrai, mais après ça se passe comme ça aussi, parce qu'on a vu le travail, parce qu'on a vu plein de choses qui font qu'on garantit, entre guillemets, après on ne sait jamais, hein, bien sûr, des fois il y a des clients avec qui ça passe et d'autres ça passe pas. C'est clair. Mais on garantit quelque chose d'assez concret et une recommandation solide. C'est gentil ça en tout cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus le bouche à oreille. Il y a Google aussi, via le site internet qui fonctionne bien aussi. Donc, Tu as un site internet? Oui. Ah, je savais pas. Oui. Il faut savoir que tu sais que j'ai commencé avec Intervent by Sab. Je m'appelais pas Karen Design à la base. C'était Intervent by Sab que j'ai transformé. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut que je fasse un site. Il faut que je sois pro, quoi. Je peux pas gérer. Et de toute façon, c'était ingérable de gérer des demandes de devis par Insta parce que du coup, les messages partent au fur et à mesure. Tu sais plus qui t'a parlé, etc. Donc non, j'ai un site internet très bien fait, à mon image, donc je suis contente. Et aujourd'hui, il me permet de pouvoir accueillir du coup des clients Google. Et ils sont même plus faciles à convertir en clients signature de contrat parce que du coup, en fait, ils voient directement ton travail, ils sont pas forcément influencés et ils cherchent Marseille, décoratrice, archi, et puis bim, ça tombe quoi. Donc c'est beaucoup plus simple. J'ai une question là qui me vient, mais pourquoi Karen Design? Ça vient d'où? Alors déjà, pourquoi j'ai changé? Parce qu'Intervent by Sab, ça laissait trop penser que je faisais uniquement des intérieurs de particuliers. Et j'ai vu du coup la différence parce qu'à chaque fois on me disait ah oui mais de toute façon vous faites pas vous les locales pros. Mais si je fais. Là je me suis dit ok, je fais tout. Surtout à ce moment-là où vraiment je prenais tout et n'importe quoi. Mais j'ai vu que ça me portait préjudice. Je me suis dit ok, il faut que je change. Mais j'avais trop peur parce que je me suis dit j'ai commencé à me faire connaître avec Intervent by Sab. Les gens vont pas comprendre. Au final la transition s'est très bien passée. Et Karen, pourquoi? C'est trop sympa. Qu'est-ce que je vais te donner comme nom? Je réfléchissais. Mon fils s'appelle Imran, le grand maintenant. Bon, j'en ai un deuxième entre temps. Mais Imran et ma petite sœur avec qui j'ai 18 ans d'écart s'appelle Kaina. Je me suis dit K, Imran, Karan. Et voilà, j'ai rajouté le design. Non, mais non, j'aime bien ce nom. Je trouve que ça sonne bien, ça sonne. Oui, on croit que c'est mon nom d'ailleurs. On m'appelle Karan des fois. Oui, bonjour Karan. Alors, non, pas du tout. Apparemment, c'est turc. Je savais pas. Tu sais quoi, je pensais que tu allais me parler de ça. Genre, que tu t'étais inspirée de. Alors, pour le prénom de mon fils, le deuxième, du coup, je lui ai donné un prénom turc. Et c'est en Han, donc ça va. Il pourra pas me le reprocher plus tard. Mais non, à la base, pas du tout. C'était vraiment, voilà, je trouvais que ça sonnait bien. Et puis quand j'ai demandé à faire le logo par mon web designer, je me suis dit, ah ouais, non, ça fait beau. Et en plus, mon fils, j'ai mis 2 A à Imran, donc il y avait cette particularité. Je me suis dit, nickel. Et puis par contre, j'ai vu un changement. Du moment où je me suis appelée Karen Design, même la demande a été différente. Il y a eu une autre dimension un peu plus pro, un peu plus carrée. Comme quoi, le nom d'une marque, c'est hyper important. Ça se travaille, ça se réfléchit. L'identité visuelle. Hyper important, peu importe le métier qu'on fait. Je le fais moi-même avec mes clients, mais au-delà de ça, même son propre logo, sa propre identité, il faut qu'on soit reconnaissable. Bon, du coup, l'interview arrive à sa fin. Avant de clôturer, il me reste 3 petites questions. Avec plaisir. J'aimerais que tu me dises quel a été le meilleur conseil que tu aies pu recevoir dans le milieu un peu de l'entrepreneuriat. Et si tu avais un conseil à donner à nos auditrices, ce serait lequel? Alors, ce qu'on m'a donné comme conseil, c'est de ne jamais m'associer. Et au vu des expériences que je vois, entre guillemets, sur mon entourage, effectivement, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais vraiment croire en ses rêves. Travailler, ne pas avoir peur de travailler plus que les autres. Je m'adresse directement à eux, mais c'est vrai, il faut de l'abnégation, il faut du travail, il faut pas lâcher. On a souvent des échecs comme dans tout et on se dit c'est bon, j'abandonne. Il faut surtout pas abandonner, au contraire, il faut pas lâcher. Et même si c'est dur, la route est longue, mais le résultat est bon et ça fait plaisir de voir toutes les petites graines qu'on a semées et qui finalement finissent par fleurir. Donc vraiment, le mot, c'est abnégation. Ne lâchez rien en fait. Si vous êtes sûr de votre projet, si vous êtes sûr de ce que vous faites, vraiment gardez votre ligne directrice et même si vous tombez, vous allez tomber et c'est normal.
vous allez vous relever bien plus fort. J'ai pour habitude Ouais. de poser encore vraiment la dernière question. Mais comment tu te vois dans 1 an et comment tu te vois dans 10 ans? Dans 1 an, je continue à stabiliser ma société et à gérer ma vie de maman de jeunes enfants parce que je suis encore dans cette étape où, voilà. Là où je voulais aller vite, je me suis freinée parce que je veux vraiment faire de ma famille ma priorité. Et dans 5 ans, par contre, là, c'est tout autre chose. Mes enfants seront grands. 10. Ah, 10. Et oui, dans 10 C'est ans, même pas pas loin. Oui, c'est vrai, 5. Mais dans 10 ans, ils vont faire enfin leur nuit. Ce sera merveilleux. Donc déjà, je dormirai plus. Mon cerveau sera plus réactif. Et à ce moment-là, j'espère en tout cas pouvoir commencer à lancer mes collections de décoration et embaucher et puis du coup agrandir et grossir mon agence. Ben, en tout cas, je te le souhaite. Merci. Sachez qu'on peut retrouver Sabrina sur Insta, Oui, 40.design. 40.design et sur... www.40design.com. Merci beaucoup. Merci à toi, J'espère que tu as passé un bon moment. C'était génial. Merci à toi. Voilà, et vu qu'on est accueillis au Café Blanc d'Argent, d'ailleurs, merci Café Blanc d'Argent de nous accueillir à chaque fois. Ils nous ont offert quelques donuts. Merci beaucoup. Merci pour les kilos. On se fait une petite pause gourmande. Avec plaisir. Il est partout. Oh. C'est bon. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fame. Je t'invite à liker, partager et t'abonner à notre compte. Bien évidemment, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle invitée. Bye!